Bonjour à tous. Ouais, vas-y. Alors, on reste dans la neurologie, mais on va changer de niveau du système nerveux, puisque moi, je fais partie du centre de référence des neuropathies périphériques du CHU Bicêtre. Pour la greffe, on travaille en collaboration avec le service du docteur Bourris et de Christina Acacia-Llorente pour les autogreffes. Et on a eu quelques patients atteints de cette fameuse polyradiculonévrite inflammatoire démyélisante chronique, que je vais appeler dans la suite du topo PIDC parce que c'est un petit peu long à dire. Et donc je vais vous parler de cette maladie et de la place aujourd'hui de l'autogreffe éventuellement dans son traitement. Alors tout d'abord un petit peu d'histoire. La PIDC a été définie pour, on va dire, à l'ère moderne pour la première fois en 1975 puis 1982. Par M. Dick comme une neuropathie qui est progressive, qui évolue de manière chronique ou par poussée, qui va atteindre les fonctions sensitives et motrices des 4 membres avec une atteinte des nerfs crâniens qui est possible. Contrairement au syndrome de Guillain-Barré, qui est une maladie monophasique, une seule poussée, dans la PIDC, il n'y a pas ou très peu d'infections précédant l'entrée dans la maladie. C'est une maladie inflammatoire avec une inflammation des racines qui peut être mise en évidence par l'augmentation du taux de protéines dans le LCR, ce qu'on appelle la dissociation albuminocytorachique. Et la maladie se traduit au niveau du nerf par une démyélisation que vous pouvez mettre en évidence soit par l'étude électrophysiologique, l'électromyogramme, qui va montrer des stigmates de démyélisation, en fait une diminution des vitesses de la conduction le long des nerfs, ou à la biopsie par l'examen anatomopathologique qui va montrer la démyélisation segmentaire et la remyélisation donc dans ce processus chronique de la PIDC. À l'époque de cette description, en 1975-1982, un peu moins d'un tiers des patients étaient quand même, nécessitaient l'usage d'un fauteuil roulant et 10% des patients décédaient de leur maladie. La physiopathologie de la PIDC demeure encore mal connue. On sait que c'est une démyélisation qui est auto-immune. Un modèle murin est disponible, même s'il n'est pas aisé. Des auto-anticorps ont été décrits. Les premiers, historiquement, sont les anticorps antigangliosides. Les gangliosides sont des sphingolipides présents sur la myéline. Et ces anticorps antigangliosides sont malheureusement assez peu sensibles et assez peu spécifiques, mais peuvent être très utiles dans le diagnostic de certains sous-types de PIDC. Et plus récemment, dans les dernières années, des anticorps dirigés contre des protéines du paranode ranvier ont été mis en évidence, les neurofacines et contactines, qui représentent un peu moins de 10% finalement des PIDC. Et je voulais juste souligner que le nerf, c'est également un site sanctuaire. C'est comme le cerveau, il y a une barrière hémato-nerveuse. Et pour le moment, assez peu de données thérapeutiques sur la barrière hémato-nerveuse, peut-être dans le futur. L'épidémiologie de la PIDC, on est dans une maladie beaucoup plus rare que la sclérose en plaques, avec une prévalence estimée en fonction des séries entre 1 à 8,9 pour 100 000 personnes, un sexe ratio qui est plutôt là en faveur des hommes, un âge moyen plus tardif que dans la sclérose en plaques, avec un âge moyen à 53 ans. La maladie, la plupart du temps, est d'évolution progressive. On a 10% environ de formes qui vont être monophasiques et cela varie dans les séries, entre 10 à 34% de formes qui vont évoluer vraiment par poussée. Cliniquement, 50% des patients présentent la forme classique que je vous ai un petit peu décrite dans la diapo historique, à savoir un déficit sensitif et moteur des 4 membres, proximo-distal, une perte des réflexes ostéotendineux et une ataxie proprioceptive, je vais vous en reparler. Le 50% restant va avoir des variantes cliniques avec des formes qui peuvent être sensitives pures, motrices pures, qui peuvent être asymétriques avec des blocs qu'on appelle le Lewis et Sumner, qui peuvent être à l'inverse distales et symétriques ou monoméliques. Donc la clinique de la PIDC, comme je viens de vous en parler, classiquement c'est un déficit moteur et ou une ataxie proprioceptive, donc finalement une atteinte des grosses fibres nerveuses qui ont de la myéline. Comme vous pouvez l'imaginer, avoir un déficit moteur ou avoir une ataxie proprioceptive, c'est potentiellement pourvoyeur de handicap. Et vous pouvez avoir un handicap aux membres inférieurs avec une altération de la marche et un handicap aux membres supérieurs dans la gestuelle, dans l'usage des mains au quotidien.
Et là, j'introduis un score que nous pourrons voir ensuite, éventuellement, qui est le score ONLS, qui est actuellement un des scores largement utilisés en neuropathie périphérique pour quantifier le handicap, pour vous montrer qu'au quotidien, on va évaluer nos patients comme cela, avec, comme vous le voyez sur la droite de la diapositive, un score qui va être défini au membre supérieur sur les fonctions de la main. Et plus vous avez un score élevé, et plus vous êtes handicapé, avec, pour avoir 5, aucun mouvement possible. Et au membre inférieur, une cotation sur 7 qui va se baser sur la marche. A-t-on besoin d'une aide à la marche, voire un fauteuil roulant, ou pas de déambulation possible. Le diagnostic de la PIDC, on va dire, en pratique, on n'est pas enfermé dans les critères, mais c'est vrai qu'on a tendance souvent à vouloir avoir des critères stricts de définition de la maladie. Aujourd'hui, ces critères sont internationalement reconnus par le FNS-PNS, publié en 2010, associe en fait une clinique qui doit être compatible, bien sûr, et ensuite des examens complémentaires. Parfois, l'électromyogramme va suffire en montrant la démyelisation de manière indiscutable. Malheureusement, l'électromyogramme peut être mis en défaut et on peut avoir besoin, pour poser le diagnostic, d'autres examens complémentaires qui vont être des critères de support au diagnostic, donc les potentiels évoqués somesthésiques, la ponction lombaire, l'IRM plexique, voire la biopsie nerveuse. Va rentrer également dans la discussion la réponse au traitement, une réponse favorable à un traitement immunomodulateur et un critère de support dans le diagnostic. Donc finalement, on peut définir une PIDC uniquement à l'EMG si on a des critères suffisants de démyelisation, ou si on a des critères de démyelisation à l'EMG appuyés par des critères de support en nombre suffisant. Et en l'absence de cela, on aura une PIDC qui sera probable ou possible. Donc maintenant, un point sur les traitements, le vif du sujet. Aujourd'hui, en première ligne dans le traitement de la PIDC, nous avons à disposition 3 traitements qui sont équivalents en termes d'efficacité, avec une efficacité qui a été prouvée dans des études pour les 3 traitements. Donc les immunoglobulines intraveineuses, les corticoïdes et les échanges plasmatiques. En cas d'échec, quelles sont les deuxièmes lignes disponibles? Il y a eu des séries rapportées pour le cyclophosphamide, la cyclosporine, le rituximab, l'azatioprine et le méthotrexate, mais finalement, aucun de ces traitements ne bénéficie d'un niveau de preuve vraiment suffisant. A priori, dans certaines séries, il y aurait un taux de réponse à ces deuxièmes lignes de 25% chez les non-répondeurs aux premières lignes. Donc aujourd'hui, dans la PIDC, on n'est pas du tout dans la situation de la sclérose en plaques avec beaucoup de traitements et où situer l'autogreffe. Là, c'est plutôt la situation où nous avons des patients qui vont la plupart du temps répondre à une première ligne, puisqu'on a environ 80% de répondeurs. Mais dans ces 80% de répondeurs, vous avez 40% de patients qui sont complètement dépendants à ces traitements de première ligne pour toute leur vie. Donc on a cette première problématique de la dépendance au traitement. Ensuite, on a la deuxième problématique de la non-réponse à la première ligne, avec 20% des patients qui ne vont pas répondre aux premières lignes et qui sont des patients plus sévères que les patients répondeurs. Et pour ces patients-là, ce qui est recommandé actuellement en cas d'un premier échec d'une première ligne, c'est de switcher pour une autre première ligne. Mais vous avez des patients, bien sûr, qui échappent à ces deuxièmes traitements de première ligne. Et aujourd'hui, il n'y a aucune recommandation sur le traitement à proposer. Donc effectivement, l'autogreffe de moelle a été essayée. 21 cas de PIDC autogreffés sont actuellement rapportés dans la littérature, avec la plus grosse cohorte qui est celle de Press, publiée en 2014 sur 11 patients PIDC, avec, comme vous pouvez le voir sur les graphiques de droite, finalement une réponse chez 100% des patients cliniques, avec sur le graphique d'en haut ce qu'on appelle l'INCAT, qui est un peu comme l'ONLS. Donc quand on diminue le score, c'est qu'on s'améliore en termes de handicap, ce qui est également visible sur le graphique du bas, qui est une autre forme de score de handicap, qui est le ranking modifié. Là, je vous ai mis un tableau pour finir ma présentation qui est tiré d'un article de Burman dans le JNNP en 2018 qui reprend justement ces 21 PIDC publiés dans la littérature. Ce que l'on peut voir, c'est que... Alors oui, je peux mettre la souris. Il y avait des âges finalement à la greffe qui étaient extrêmement variables, puisqu'on a le junior et le senior dans la série de Press, donc entre 16
et non, c'est 72, entre 16 et 72 ans, avec une durée de la maladie qui était très variable, des patients qui ont été greffés très tôt, probablement parce que très sévères, et des patients qui ont été greffés à plus de 4 ans du début de la maladie, avec des conditionnements, comme vous le voyez, qui sont largement dominés par cyclophosphamide SAL, et une réponse clinique qui a été très favorable dans la grande majorité des cas, dans, on peut le dire, je crois, quasiment 100% des cas. La durée de suivi dans les études a été extrêmement variable, mais je pense, et c'est là que je rejoins M. Labauge, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a quand même 8 patients qui ont rechuté, avec des rechutes la plupart du temps après 12-14 mois. Et parmi ces patients qui ont rechuté, beaucoup ont été réautogreffés, avec une efficacité après deuxième autogreffe. Donc je rejoins M. Labauge par rapport à cette discussion entre conditionnement et efficacité de la greffe, où pour le moment on est prudent, mais il faudra probablement dans le futur aussi réfléchir au cas par cas en fonction des rechutes. Je vais laisser la parole maintenant à Mathieu Puyade qui va nous présenter nos recommandations sur l'autogreffe dans la PIDC.